France et Yannick Fouque de Bonjour. la CCI Littoral Hauts-de-France. Bonjour à tous. Au niveau du sommaire de ce webinaire, ce qu'on vous propose, on commencera par un premier point rapide d'actualité sur le projet EPR de Gravelines, puisqu'on est dans le cycle des webinaires en lien avec le grand chantier projet EPR de Gravelines. Ensuite, je laisserai la parole aux intervenants de Trium pour une introduction à la norme ISO 19443. Ensuite, ce qu'on a prévu, c'est le témoignage de deux entreprises régionales qui ont déployé la norme ISO dans leur entreprise et donc qui nous feront part de leur expérience. Un temps de questions-réponses et puis le programme des prochains webinaires que nous vous proposons. Je vous rappelle les consignes. Alors déjà, c'est un webinaire qui est enregistré afin de permettre une rediffusion différée via en particulier CCI Business. Tous nos webinaires sont disponibles en rediffusion sur CCI Business. Donc pour tous les participants, les micros et caméras sont coupés. Et donc si vous souhaitez au fur et à mesure de la présentation, poser des questions. Vous pouvez utiliser le fil de discussion. C'est Magali et Yannick voilà, qui poseront vos questions aux différents intervenants. Voilà pour les consignes. Le premier point qu'on va aborder, c'est l'actualité du projet EPR2, avec juste deux petits points, en fait, pour vous dire que l'enquête publique en lien avec l'autorisation environnementale est en cours. Elle a débuté mi-mai, mi-avril, elle se poursuit jusqu'à la mi-mai. Et donc, j'ai remis le lien là pour une participation. Voilà, si vous souhaitez participer à l'enquête publique, vous pouvez y participer. Et puis, le deuxième point, c'est plus un point de planning pour vous dire que le décret d'autorisation suite à cette enquête publique, il est attendu pour fin août, et donc ce qui devrait permettre l'ouverture des travaux préparatoires du chantier proprement dit à l'automne 2026. Donc voilà, c'est un point important. Normalement, voilà, d'ici le dernier trimestre 2026, on devrait avoir l'ouverture effective des travaux préparatoires sur le chantier du projet EPR2 Gravelines. Voilà, je prenais la parole en fait pour le projet EPR2 puisque nos correspondants du projet sont aujourd'hui en séminaire et pas disponibles pour cette présentation. Voilà pour ce premier point. Et maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Grossman de Trium pour une introduction à la norme ISO 19443. Alors voilà, je remercie Trium d'avoir accepté de procéder à cette présentation. On a sollicité voilà, un des principaux acteurs pour accompagner les entreprises ou certifier les entreprises sur le domaine. Et je remercie Trium d'avoir accepté de faire cette présentation. Monsieur Grossman, je vous laisse la parole pour la suite. Merci. Donc bonjour à tous. Guillaume Grossman, formateur, auditeur interne qualité, donc formateur aussi, notamment sur l'ISO 19443. Je suis pas venu seul ce matin. Je suis accompagné de Madame Blancard, Laetitia Blancard, responsable d'agence de Gravelines, qui prendra la main à la fin de ma présentation. Alors, par rapport à la norme ISO 19443, alors le processus de, donc je pensais commencer par le processus de certification, hein, qui est similaire par rapport à ce que vous connaissez déjà sur les autres normes ISO. Hein. Donc, si vous partez sur de l'ISO 9001, sur de l'ISO 14001, 45001, ou voire même sur d'autres certifications type CEFRI, Calianor ou MAS, en fait, on est à peu près sur le même principe. Hein. Donc, on est sur la demande de certification dans un premier temps. Ensuite, on part sur l'instruction du dossier, après la réalisation de l'audit, hein, la rédaction du rapport d'audit, comité de certification pour la décision sur l'aval de la certification ou non, s'il y a encore des sujets à traiter ou des réserves à lever, l'attribution de la certification et après les autres étapes qui découlent hein, de cette première certification, c'est les audits de surveillance et l'audit de renouvellement hein, pour la prochaine certification. Côté ISO 19443, on ne change pas hein, de ce que vous connaissez déjà. Donc l'objet des certifications ISO, c'est améliorer l'image de marque de l'organisme ou de l'entité hein, qui demande la certification, la crédibilité vis-à-vis
prescripteurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, de la sous-traitance, vis-à-vis des grands exploitants, les grands donneurs d'ordre. L'accès facilité à de nouveaux marchés d'appel d'offres, hein. Vous avez par exemple des exigences concernant l'ISO 19, l'ISO 9001 pardon, sur la qualification, hein, quand vous voulez intervenir sur des sites nucléaires tels que chez EDF. On peut retrouver dans d'autres structures, hein. Donc ça permet aussi d'être sollicité sur des grands marchés, hein, des marchés dimensionnants concernant les sites nucléaires. L'optimisation des processus internes et la réduction des coûts. En gros, la certification, surtout si on part de l'ISO 9001, c'est de structurer votre système, hein, d'avoir un système de management de la qualité qui est structuré, qui est géré sur une approche processus, hein. Processus par processus. Alors l'ISO 9001 vous demande pas forcément de tout documenter, vous demande pas un nombre de processus bien définis, mais vous demande de mettre en place cette approche-là et l'approche d'amélioration continue, hein. Donc par rapport à votre système de management de la qualité que vous avez certainement déjà, en gros on va la placer au plus haut niveau et on va l'améliorer constamment, hein. Le but de l'ISO c'est ça. Donc l'ISO, qui est une approche internationale, hein, qui ne se fait pas qu'en France et qui a une volonté de mettre au plus haut niveau vos systèmes et de placer aussi, il ne faut pas que j'oublie, de placer la satisfaction client au centre des enjeux de l'entreprise. Ça permet aussi une meilleure gestion des risques opérationnels. Hein, donc, en fait, vous avez une approche dans l'ISO de risque-opportunité, hein, que vous retrouvez dans l'ISO 9001. Hein, donc, quels sont les risques stratégiques pour l'entreprise, quelles sont les opportunités. On passe aussi par ce qu'on appelle la matrice FWOT, avec les faiblesses, hein, les menaces qu'on pourrait avoir en interne dans l'entreprise et les forces aussi qu'on met en avant dans la structure de l'entreprise. Voilà, alors la différence entre la norme ISO 9001 et l'ISO 19443, en fait, on va dire là, plutôt le step supplémentaire, hein, la marche supplémentaire, c'est qu'on va saupoudrer de sûreté nucléaire et de culture sûreté nucléaire l'ensemble des exigences que vous avez déjà sur l'ISO 9001. Donc en gros, vous prenez votre norme ISO 9001 que vous appliquez peut-être pour certains déjà, donc l'ensemble des exigences que vous avez dans l'ISO 9001, et vous allez rajouter 120 exigences supplémentaires, hein, on va dire même complémentaires, pour introduire en fait les notions de sûreté nucléaire et de culture sûreté nucléaire. Donc la sûreté nucléaire, c'est prévenir les accidents d'origine radiologique ou non radiologique vis-à-vis en gros de vos installations ou vis-à-vis des installations, plutôt pour votre cas, de l'exploitant, pour protéger la santé et sécurité publique, la salubrité publique et la nature et l'environnement. Il y a une main qui se lève. Donc la sûreté nucléaire, c'est vraiment la définition. Oui, excuse-moi Guillaume, j'ai oui. une petite question Oui. sur le mail précédent. Je pense que vous venez de me poser la question deux fois la même question. Sur la partie ISO, comment dire, 9000. Alors, est-ce que la 19443 va couvrir la 9001 ou il faut obligatoirement commencer par la 9001? Enfin, donner un peu l'ordre des choses et des obligations. Est-ce qu'on peut avoir seulement la 19443 ou voilà, si tu peux peut-être t'attarder sur cette partie-là pour les gens pour qu'ils comprennent bien que est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça prend la place d'eux? C'est la question qu'on se pose. Bien sûr. Alors, vous avez le choix, soit vous êtes déjà 9001 et vous passez à l'étape supplémentaire et vous rajoutez les 120 exigences, soit vous avez un package complet en fait, 9001, 19443 complémentaire. C'est-à-dire que quand vous prenez la norme 19443, elle est basée sur la 9001. Vous avez la totalité des exigences qui sont reprises dans la 19443. Donc quand vous demandez un audit en fait 19443, ce qui est audité, c'est aussi les exigences de la 9001. Donc habituellement, les entreprises qui sont déjà 9001 nous sollicitent pour les accompagner pour monter en fait en maturité sur les 120 exigences supplémentaires qu'on va devoir rajouter par rapport à leur système existant. Sinon, ça nous est déjà arrivé d'avoir des entreprises qui veulent monter un système complet sur la 19443 et du coup, en fait, ça inclut la 9000.
hein. C'est quand vous avez un auditeur tierce partie sur la 19443, en fait, il audite aussi la 9001. Donc habituellement, on a 2 certificats à l'issue de cet audit à la même date, 9001 et 19443. Voilà par Merci pour rapport à cette ça. clarification. Merci beaucoup. Pas de souci. Ensuite, l'autre gros volet des exigences de la 19443 et qu'on va retrouver quasiment partout dans cette norme, c'est sur la culture. En fait, quand vous prenez la sûreté nucléaire, ce qui permet de garantir la sûreté nucléaire, c'est la mise en œuvre de facteurs techniques, technologiques au plus haut niveau, hein, pour protéger les populations, la nature et l'environnement à l'extérieur des sites nucléaires. Le deuxième grand volet, c'est la partie facteurs organisationnels, sociaux et humains, en fait. Et on va partir surtout sur cet aspect-là, l'aspect organisation, l'aspect humain, qui est en fait un axe majeur, hein, du respect des consignes liées à la sûreté nucléaire et qu'on a pu déjà constater dans des événements. Vous prenez par exemple Tchernobyl, j'ai mis une petite image un peu plus loin, on y viendra, mais en tout cas, Tchernobyl, c'est un des événements qui a prouvé que l'humain était au centre de l'attention, côté sûreté. Juste si je fais le lien par rapport à ce que demande la réglementation, hein, parce que la norme ou d'autres certifications, en fait, c'est des fois des applications aussi du caractère réglementaire qu'on peut retrouver. En fait, dans la réglementation, vous avez la protection des intérêts, hein, qui est mis en œuvre. Donc, la protection des intérêts est définie dans l'arrêté INB. Donc, protéger les intérêts, c'est un peu ce que je vous ai dit avant. Donc, c'est protéger la santé, la salubrité publique, la sécurité publique et la nature et l'environnement. Et en fait, on va mettre l'ensemble des dispositions en place pour protéger ces éléments-là. Et qu'est-ce que nous demande la réglementation française sur ce sujet-là? C'est de tenir une liste à jour, déjà côté exploitant, hein, de tenir une liste à jour de tous les éléments qui y contribuent. Hein. Donc, quels sont les éléments sur un site nucléaire, hein, dans une installation type CNPE, hein, Centre nucléaire de production d'électricité, donc géré par EDF? Quels sont les éléments qui vont contribuer à garantir la sûreté nucléaire, hein? Et dans la réglementation, on demande à ce que cette liste soit tenue à jour par les exploitants. Et cette liste, nous, on les a, enfin, je les ai mis ici en image, c'est les fameuses EIP. Hein. Donc les EIP, c'est les éléments importants pour la protection des intérêts. Donc les EIP, ça va être des pompes, des robinets, des capteurs, des capteurs de débit, capteurs de pression, capteurs de température, enfin tous ces éléments-là qui permettent à l'exploitant de surveiller en fait les paramètres liés à la sûreté nucléaire constamment, hein, d'avoir un visu constant sur son installation et sur la garantie de la sûreté. Et les EIP, du coup, c'est le terme réglementaire. Hein. C'est le terme réglementaire qui vient de l'arrêté INB. Donc, élément important pour la protection des intérêts. Ces EIP sont connus, hein, donc la liste elle est à jour, elles sont connues par les exploitants, que ce soit à tous les stades de la vie d'une installation, hein, puisque la sûreté ça se fait de la conception jusqu'à la déconstruction, hein, au démantèlement des installations, puisque du moment que vous avez des matières radioactives qui rentrent en ligne de compte, hein, du moment que vous avez du nucléaire, la sûreté nucléaire elle est continue, quoi, elle est constante, c'est de A à Z. Voilà. On ne peut pas se dire, bah, c'est bon, on a déconstruit, on stocke ça n'importe où, on fait n'importe quoi. Non, ça, on ne peut pas se l'imaginer. Aussi bien pour l'exploitant que bien sûr pour les populations autour du site, hein, puisque la sûreté, c'est aussi un gage de confiance. Hein. Ce qu'il faut prouver à la population, aux organismes ou même à l'État, hein, à la nation, qu'on peut faire confiance dans l'installation et dans l'exploitation de l'installation nucléaire. Donc, l'exploitant tient à jour cette liste de IP et sur ces éléments-là, hein, sur ces robinets, sur ces systèmes qu'on va retrouver dans l'installation, eh bien, on va réaliser des activités, à un moment ou un autre. Soit c'est des activités d'exploitation, soit ça va être des activités de modification, ou soit ça va être des activités de maintenance. Hein, ça va être des activités de maintenance. Ça peut être aussi des activités liées à la fabrication. Hein, c'est-à-dire qu'on remonte jusqu'en amont de l'exploitation et on part sur la fabrication en fait, de ces éléments-là. Les éléments qui contribuent directement à la sûreté nucléaire, en fait, dès le stade de la conception et de la fabrication,
on est sur le même niveau d'exigence. Dès qu'on va réaliser des activités sur ces EIP, du début de chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, on va considérer ça comme des AIP, activités importantes pour la protection des intérêts. Donc on a bien ce lien entre EIP et AIP, et ça c'est le caractère réglementaire. Donc ça c'était juste pour faire le point avec ce que nous demande l'arrêté INB sur le sujet, arrêté INB qui date de juillet 2013 en termes d'application. Du coup, que demande la norme? Et là, c'est un peu la difficulté qu'on pourrait avoir sur la compréhension en fait de la norme 19443. Elle demande en fait à ce que les fournisseurs de ces éléments-là, mais qui seront appelés différemment, on peut passer à la diapo suivante, qui seront appelés IPSN, et mettent en place tout un ensemble d'exigences pour garantir en fait les conditions qui amènent à respecter cette sûreté nucléaire. Du coup, juste la distinction entre la réglementation et ce que nous demande l'ISO 19443, c'est que dans l'ISO, on ne parle pas de IP, en fait, on va parler d'IPSN. Donc IPSN, c'est des produits et services qu'on va proposer en tant que fournisseur auprès des exploitants d'installations nucléaires qui sont considérés comme importants pour la sûreté nucléaire. Donc ça doit peut-être parler à certains qui avaient ce langage IPS, l'ancien langage qu'on avait avant l'arrêté INB, où on parlait déjà d'important pour la sûreté. En fait, on s'est un peu, enfin, bon, moi je n'ai pas participé du tout, mais ils se sont calés un peu sur ce langage-là en parlant d'IPSN, important pour la sûreté nucléaire. Donc nos EIP, et même pas tous nos EIP, une partie des EIP, ceux qui traitent en fait des risques radiologiques, seront considérés comme IPSN. IPSN, et si vous êtes confronté de près ou de loin à des produits et services qui sont considérés comme IPSN, alors pour vous aider, l'exploitant, quand vous consultez l'exploitant, quand vous avez des marchés avec un exploitant sur des projets EIP, qui ont un rôle à jouer vis-à-vis de la sûreté, l'exploitant va vous le définir. Va vous définir que, attention, on va tirer la sonnette d'alarme, ici, l'activité, l'objet de votre activité a un impact sur la sûreté nucléaire et sur les installations. Une fois que c'est explicite, une fois que vous avez les exigences explicites de votre exploitant ou des sous-traitants pour lesquels vous allez intervenir, parce qu'après vous pouvez avoir différents rangs dans la sous-traitance, une fois que ça a été tagué, c'est l'étape la plus importante, en fait, la caractérisation de l'objet de l'activité. Ensuite, vous allez partir sur un haut niveau d'exigence, et c'est les fameux 120 exigences supplémentaires de la 19443. On va vous demander de mettre en application ces fameuses exigences lorsqu'on considère que vous êtes sur de l'IPSN. Voilà. Donc l'IPSN, c'est vraiment la voie d'entrée. On demande par contre à ce que le fournisseur, à ce que le sous-traitant qui est certifié 19443 prenne bien en compte les exigences explicites et des fois implicites aussi de l'exploitant pour sa caractérisation. Et derrière, on va partir sur ce qu'on appelle une approche graduée des exigences à mettre en place. C'est-à-dire que vous avez déjà d'un côté vos articles, vos produits, ce que vous proposez, qui seront à qualité commerciale, donc c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de rôle direct à jouer vis-à-vis de la sûreté nucléaire ou de la garantie de la sûreté nucléaire. Et après, tout ce qui va être considéré comme IPSN et donc qui va avoir un rôle important à jouer dans cette sûreté nucléaire et la garantie de la sûreté, vous allez les caractériser en article activité IPSN. Et donc là, vous allez avoir cette fameuse approche, vous voyez, en deux étapes. Donc une étape non IPSN, en gros, ce que je propose sur ces produits et services, par exemple sur... je sais pas, je dois faire une maintenance sur une pompe qui est sur un circuit important pour la sûreté. Dans le cadre de la maintenance, il y a peut-être des éléments
Par exemple, si j'apporte un coup de peinture en finalisation après ma maintenance sur cet élément-là, et ben la peinture sur un élément comme celui-ci, c'est pas cette partie-là qui sera considérée comme une PSN. Mais par contre, je ne sais pas si si je travaille directement sur le moteur de la pompe et que considère que les exigences définies de la pompe, c'est le respect d'une certaine fréquence, imposée sur cet article-là, et ben, on va considérer qu'en fait, toutes les actions que vous avez à réaliser, tous les produits, tous les services que vous fournissez sur le moteur lui-même vont être considérés comme IPSN, et donc vous devrez mettre en application les exigences en lien avec ce que demande l'ISO 19443, donc les fameuses 120 exigences supplémentaires. Donc tout ça, c'est entremêlé un peu de caractère réglementaire et de caractère normatif, sachant que en fait, la norme, si vous appliquez la norme, vous appliquez en fait ce que demande la réglementation, sachant que l'arrêté INB est à destination prioritairement des exploitants. Alors je ne vois plus la présentation, mais c'est pas grave. Hop. Donc, juste en termes de conditions d'éligibilité à l'ISO 19443, le CNPE, juste pour vous faire le lien, le CNPE fournit de l'électricité. Voilà, le centre nucléaire de production d'électricité, je ne vous apprends rien, j'espère pas, vous fournit de l'électricité, fournit à la population de l'électricité. Donc, eux, ils exploitent les systèmes sur lesquels on a des matériels IPSN, importants pour la sûreté nucléaire, mais ils ne sont pas eux-mêmes fournisseurs de ces IPSN. Ils ne fournissent pas de produits ou de services IPSN. Ce n'est pas eux qui construisent, ce n'est pas eux qui conçoivent l'IPSN, ce n'est pas eux qui mettent en place, ce n'est pas eux qui installent. C'est habituellement pas eux non plus qui font la maintenance de ces éléments-là. Et donc, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, le CNPE n'est pas ISO 19443. Ils n'appliquent pas dans leur système ces exigences-là. Enfin, pas sous cette forme-là, en tout cas. Ils ne sont pas certifiés 19443. Par contre, nous, côté partenaire, fournisseurs de services, et ben nous, on va leur fournir ces matériels IPSN, on va les fabriquer, on va les installer, on va réaliser la maintenance, on va les modifier, on va les tester, les essayer. Et en fait, c'est nous qui avons un rôle, le rôle le plus important à jouer dans ce cadre-là. Et donc, la norme 19443 s'applique à toute cette chaîne-là, on va dire de fournisseurs, de fournisseurs de services, ou de produits IPSN. Donc ça, c'était juste pour faire le point un peu sur à qui s'adressait la norme 19443. Donc on a bien cette chaîne-là qui est propre, voilà. Donc je vous parlais juste avant de grands volets, on va dire, de grosses exigences, parce qu'on n'a pas le temps, clairement, d'aller dans le détail de la norme. Si vous connaissez la norme 9001 déjà, comme ça, on n'avait pas le temps d'aller sur la 9001, et ben la 19443, c'est pareil, donc on n'aura pas le temps d'explorer la totalité de la norme, mais par contre, les grands volets qui sont importants et qui je pense, peuvent vous être utiles dans votre démarche de certification à la 19443. En fait, le premier, c'est la culture sûreté. Comme je vous l'ai dit avant, il faut sécuriser le facteur humain. Parce que ce qu'on remarque, et ce qu'on a remarqué déjà malheureusement, depuis 1979 avec Three Mile Island, ensuite en passant par Tchernobyl en 1986. Il y en avait aussi, on n'en parle pas trop, mais il y en avait aussi en France, il y avait aussi aux États-Unis avec Davis Bessy. Enfin, il y avait Fukushima où il y avait quand même aussi le caractère humain qui était sollicité, parce qu'en fait, il y a eu la partie catastrophe naturelle, mais après, il y a eu des actions humaines ou de l'inaction humaine qui n'a pas forcément arrangé la situation à l'instant T. Le facteur humain est au centre des préoccupations quand on parle de sûreté nucléaire, parce que malheureusement, on a vu que c'était un enjeu principal dans ces événements-là. Donc ça, c'est tiré du retour d'expérience qu'on a au niveau international sur les grands événements, on va dire les grands accidents concernant les sites nucléaires, principalement un site civil.
Et donc, en fait, ce qu'on demande dans la norme 19443, c'est de sécuriser un peu ce facteur humain. C'est en gros mettre en avant dans son système et dans ses activités, dans tout le processus de respect des exigences dans la réalisation des activités qui sont caractérisées comme IPSN, c'est de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions qu'on pourrait retrouver liées au facteur humain. Donc, par exemple, sur un CNPE, vous avez tous entendu parler des PH, des pratiques de performance humaine. Dans les PH, on va retrouver l'appropriation, on va retrouver l'adhérence aux procédures, on va retrouver nos fameux pratiques de fiabilisation des interventions. On va retrouver du coup dans la culture sûreté les grands piliers. Les grands piliers qui sont issus notamment de l'INSACAT, donc la réunion qui a eu lieu à la IEA suite à l'événement de Tchernobyl en 86, on va retrouver les grands piliers de la culture sûreté qui sont la démarche rigoureuse et prudente, l'attitude interrogative, l'esprit critique, l'esprit réfléchi, en fait, se poser des questions constamment sur ce qu'on fait, sur ce qu'on va faire, sur ce qui est écrit aussi, sur ce qu'on me demande de faire, avoir vraiment ce recul en fait sur les procédures, sur les modes opératoires, sur les plans, les schémas, sur la compréhension d'installation, sur l'environnement dans lequel je travaille lorsque je suis sur un site nucléaire. Et autre point important, et je dirais vital, quand on traite du sujet de la sûreté nucléaire, c'est la communication. La communication efficace. Donc s'informer, se former, être accompagné, on n'envoie pas n'importe qui sur n'importe quoi, avoir un système de qualification aussi, une formation au bon niveau de responsabilité. Vous avez l'aspect sensibilisation, on va dire, commune à tout le personnel au sein de votre organisme, et après vous aurez l'aspect, ça c'est chapitre 7 de la norme, vous avez l'aspect formation renforcée en fait et proportionnée par rapport au niveau de responsabilité de toute votre chaîne de fourniture des produits et services IPSN. Là, j'étais en accompagnement avec une entreprise. Il n'y a pas que l'opérateur qui est en bout de chaîne, qui va faire le montage, qui doit être formé, mais par exemple aussi le deviseur ou le chef de projet. Le chef de projet qui va être face au client, qui va devoir comprendre les exigences explicites ou voire des fois implicites, qui va devoir être certain de la compréhension des exigences, notamment lorsque ça traite d'IPSN et donc de sûreté nucléaire. Cette personne-là, à son niveau de responsabilité, comme il est en début de chaîne, va avoir un impact majeur sur tout le déroulement en fait, de la conception à la fabrication, voire à l'installation de l'IPSN, de l'article IPSN. Voilà, donc les FAOH quand même au centre de l'attention. J'avais mis la petite allusion avec le carnet des pH qui est applicable actuellement sur les CNPE. Alors ma présentation est très dirigée CNPE. Bien sûr, l'ISO 19443 pourrait servir dans d'autres circonstances puisqu'elle concerne l'ensemble des exploitants nucléaires en France. Il n'y a pas de... ou ailleurs, je parle français, je suis assez chauvin, mais ça on peut l'avoir aussi ailleurs, bien sûr, dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Donc, centré sur l'individu. D'ailleurs, l'individu, on sait que, il est perfectible. On sait que l'erreur est humaine. Donc les premiers aspects, la culture sûreté, les FOH, les PH, c'est pour cibler les erreurs, faire bien du premier coup, éviter de provoquer, éviter d'avoir des erreurs. Par contre, de temps en temps, on peut avoir des erreurs volontaires. Ça veut dire que là, la personne, elle est malveillante. Elle est malveillante parce qu'elle en a l'opportunité, elle en a la motivation, elle en a la justification. Donc là, je cite le triangle de la suspicion de fraude. La norme, dans la 19443, on vous demande aussi de mettre ce sujet-là au premier plan, dans la prise en compte des dispositions de la norme. C'est la partie CFSI. La partie CFSI, c'est quoi? C'est les articles qui sont suspectés d'être contrefaits ou d'être frauduleux. Donc c'est vraiment à notre niveau
que ce soit au niveau exploitant ou au niveau fournisseur de produits et services IPSN, on vous demande de mettre en place une organisation pour déjà sensibiliser, former les gens, enfin les opérateurs ou d'autres niveaux de responsabilité dans votre entreprise à cette suspicion de fraude potentiellement. Enfin voilà, enfin, tout est possible malheureusement. Et ensuite, en fait, de mettre des choses en place. Donc, ça va être de la, je sais pas, de la mesure, de la surveillance, de la documentation, des évaluations, un système de qualification, toujours pareil. Donc, CFSI, on est essentiellement sur le facteur humain. Donc, c'est mettre en place toutes ces dispositions-là pour prouver, en fait, soit à votre client direct, donc si vous êtes en sous-traitance, ou alors directement à l'exploitant, si vous êtes de rang 1, et ben que en fait, si jamais il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive dans votre entreprise, ben c'est géré, quoi. Voilà. On le traite et on le met au plus haut niveau, on le traite comme une non-conformité, on informe, on reste transparent sur cette détection-là et sur les dispositions, sur le plan d'action qu'on met en œuvre derrière pour éviter la reproduction de ces événements. Donc nous, on ne parle pas de fraude dans la 19443 et pour l'exploitant aussi. On parle alors pour EDF, on parle d'irrégularité. Dans la norme, on parle de CFSI, donc c'est un peu le même principe, c'est suspicion de fraude. Donc là, c'est vraiment le caractère volontaire. Avant, on mettait des choses en place pour traiter l'erreur, l'erreur qui n'était pas volontaire. Là, les CFSI, c'est traiter les malversations, les contrefaçons de manière volontaire, quoi. Voilà. Ce qu'on voudrait faire pour un peu clouer le client, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ce qui ne doit pas exister en fait déjà dans la vie de tous les jours, mais encore moins dans le nucléaire. Vous imaginez en fait si la population a en tête que en fait le site nucléaire c'est des gens qui fraudent. Enfin bon, sachant que nous on n'a pas le droit d'utiliser le terme fraude dans notre norme, dans nos dispositions, puisque c'est pas jugé. Tant que c'est pas jugé, c'est pas encore considéré comme une fraude. Il n'y a que la justice qui peut déterminer que c'est une fraude ou non. Autre volet essentiel de la norme ISO 19443, c'est la maîtrise de toute votre chaîne en fait d'approvisionnement, de fournisseurs, donc les vôtres, ceux qui vous approvisionnent, ceux qui vous fournissent en matière, en éléments, en matériel. Ça peut être aussi de la métrologie, on va sur tous les champs, jusqu'à ceux pour lesquels vous avez de la sous-traitance, donc ceux qui vont vous épauler dans la maintenance ou dans la fabrication ou autre, dans les différentes étapes de vos produits et services IPSN. Ça, dans les audits, c'est souvent un chapitre qui revient parce que il faut chercher de A à Z, quoi. Du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Il faut maîtriser cette chaîne-là, identifier, traçabilité, préserver les articles IPSN et toujours être capable de prouver qu'à aucun moment, il y a une défaillance qui a pu survenir sur cette chaîne-là. Donc, il faut mettre en place des activités de surveillance, mesures, d'accompagnement. Il faut tout un système de qualification de vos sous-traitants, de vos fournisseurs, un panel, une évaluation, un peu comme ce que fait EDF avec ses sous-traitants actuellement. Ce système de qualification-là, en fait, vous l'appliquez vous-même sur vos propres fournisseurs et sous-traitants. Voilà, en termes d'estimation de coût, alors c'est assez délicat de parler de ça après, parce que en fait, ça dépend vraiment de votre structure. Vous passez par les mêmes étapes que la 9001, donc vous avez des frais de certification. Si vous passez par des conseils, forcément, vous allez avoir des frais de conseil. Et en fait, ce qui représente quand même un coût non négligeable, c'est tout ce que vous allez mettre en œuvre, vous, en interne. Donc vous avez un système qui est structuré, avec peut-être un qualiticien, un responsable qualité, une équipe côté qualité, avec de la surveillance à faire, des logiciels peut-être à investir. Donc en termes de coûts, ça peut aller par exemple sur un audit initial, sur une petite moyenne entreprise de 5 000 jusqu'à 15 000 euros. Sur les frais d'accompagnement, ça aussi c'est proportionné en fonction de la taille de votre entreprise. On peut aller sur de l'accompagnement à 5 000, on peut aller sur de l'accompagnement à 20 000. En fait, il faut savoir que sur un audit ISO 19443, l'objectif c'est d'aller questionner les gens, d'aller voir sur les implantations. Donc on va notamment en audit tierce partie aller sur toutes les implantations.
Donc là où vous avez du boulot, quoi. Donc que ce soit en début de chaîne ou en fin de chaîne. Donc forcément, le coût est proportionné. Hein. Par rapport à un 9001 qui est plutôt orienté système, là, 19443, l'auditeur va aller poser des questions aux gens, quoi. Voilà, pour voir cet aspect culture sûreté. Nous, on vous propose pas mal de choses. Hein. Nous, on vous propose de faire des formations sur le sujet, être certifié, formation, être auditeur. Et on vous propose de l'accompagnement aussi, si nécessaire, pour justement monter votre système à maturité. Pour vous rapprocher de nous, eh ben, vous avez l'agence la plus proche de vous, qui est à Gravelines. Laetitia, si tu veux bien reprendre le flambeau pour terminer cette présentation. Bonjour à tous, du coup Laetitia Blanca, responsable de l'agence de Gravelines. Donc oui, un Trium, formation dans le domaine professionnel et dans le secteur nucléaire principalement. Et donc on est présent sur toute la France et en local sur Gravelines pour vous former, mais aussi pour vous conseiller, vous aider dans vos audits. Et voilà, on a à disposition un service ingénierie qui est là également pour faire le point et vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins. Très bien, écoutez, merci encore pour cette présentation, Monsieur Grossman, et pour ce complément, Madame Blancard. Yannick et Magali, il y a peut-être quelques questions qui ont été posées via le fil de discussion, qu'on peut peut-être reprendre. J'ai une question qui m'a été posée. Ça concerne quelle typologie d'entreprise? Est-ce que ça concerne spécifiquement des entreprises prestataires sur des sites nucléaires? Est-ce que les fournisseurs de matériel sont aussi concernés, même s'ils ne mettent pas un pied dans les établissements nucléaires? Alors, ils peuvent l'être. En fait, vous avez habituellement les rangs 1, donc tous ceux qui sont sous-traitants de rang 1 pour EDF le sont déjà. Là, on a de plus en plus de rang 2 et de rang 3. Donc, chez EDF, il faut savoir qu'il y a 2 rangs de sous-traitance possibles au-delà du titulaire, hein, donc en dessous du titulaire. En fait, pour un titulaire de marché, un contrat sur de l'IPSN, prendre un sous-traitant ou un fournisseur qui est 19443, c'est cocher une case et envoyer ses pesées. Puisque, en fait, comme vous êtes certifié, toutes les dispositions que lui est censé mettre en place pour compenser le fait que vous ne l'êtes pas, eh ben, c'est fait. Hein, sinon, c'est lui qui doit tout mettre en place. Sinon, c'est le sous-traitant principal, donc le rang 1, le titulaire, qui doit mettre en place la totalité. Donc, effectivement, les titulaires, les rangs 1 ou les rangs 2 même, peuvent demander aux autres de la chaîne, aux autres participants de la chaîne de fourniture, de passer la certification. Après, il y en a qui ne sont peut-être pas concernés parce que le sous-traitant va prendre en compte toutes ces dispositions-là, mais par contre, vous allez le ressentir. Hein, le sous-traitant doit compenser, en fait. Et donc, va vous demander un haut niveau d'exigence dans tous les cas. À minima peut-être du 9001 et avec des dispositions complémentaires qui peuvent répondre aux 120 exigences que lui-même doit prendre en compte dans son système, quoi. En fait, c'est un peu ça. Toute la chaîne peut être concernée. Après, ça dépend en fait de l'organisation de la sous-traitance. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que l'ISO 19443 est figé dans l'état aujourd'hui actuel? Y a-t-il des évolutions? Si évolution est-ce qu'il y a un impact important pour l'entreprise et comment ça se déroule? Actuellement, on est sur une version 2018 là, de l'ISO 19443. Il y a eu un amendement sur l'ISO 9001 sur les impacts et les enjeux climatiques à prendre en compte dans les enjeux, dans les risques et opportunités dans l'entreprise. Donc ça, certainement que comme la 19443 est basée sur la 9001, forcément c'est complémentaire. Et après, ils veulent revoir, ils sont en cours, hein, ça va sortir. Hein, il y a l'ISO 9001, la dernière version qui va sortir en 2026. Donc là, je ne peux pas m'avancer sur le sujet, mais du moment que vous avez une évolution de la 9001, vu que la 19443 est basée sur les mêmes exigences, potentiellement, oui, la 19443 va évoluer dans le même sens. Par contre, je n'ai pas d'infos sur le sujet actuellement. Autre question, on me demande ici aussi, c'est des questions que je reçois par mail et par SMS, je ne le vois pas forcément dans le fil de discussion. Celle-ci, je viens de la poser, bon, elle était dans le fil de discussion, là, j'en ai une autre qui vient d'être posée. On parle vous avez fait évoquer une notion financière, mais une question, c'est la notion durée de la mise en place de combien de temps il faut pour être certifié et combien de temps ça prend à une personne d'une entreprise pour entretenir cette ISO au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est une personne à temps plein qu'il faut prévoir ou partiel?
Alors, si vous avez déjà un responsable qualité, sécurité, environnement, habituellement, c'est ce qui se passe. On va rajouter la casquette sûreté nucléaire à cette personne-là. Après, une personne qui porte la totalité du système seul, c'est pas possible. En fait, c'est un ensemble. C'est tous les pilotes de tous les processus qui vont porter ces exigences complémentaires. Donc là, pour avoir fait des accompagnements dans les entreprises, en fait, quand on vient pour une journée de diagnostic, on n'est pas face seulement au responsable qualité. On est face à toute la structure de l'entreprise, puisque ça touche tous les sujets, l'ISO 19443. Donc le temps, le temps est défini par la taille de la structure, ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils sont en début de chaîne, fin de chaîne? Est-ce qu'ils sont sous-traitants directs, indirects? Est-ce qu'ils sont fournisseurs plus éloignés? En fait, ça va dépendre vraiment de ce caractère-là, de la taille, hein, comme je vous l'ai dit. Là, pour un diagnostic, on a pris, par exemple, pour une entreprise avec 150, à peu près 150 personnes sur le territoire français. On a pris 2 jours de diagnostic. 2 jours de diagnostic. Et par contre, là, après, on est sur la phase d'accompagnement. Accompagnement, nous, on propose ça en fait, c'est pas 2 semaines complètes où on est avec eux et on travaille constamment sur le sujet. Ils vont travailler, monter en compétences et monter en maturité au fur et à mesure. Et nous, on est là pour les aider sur un document, sur une compréhension, sur un contrôle à faire. Après, on propose un audit interne habituellement et ça peut se faire en 4-5 mois. Enfin, ça peut se faire assez rapidement, hein, sur la montée en compétences. Après, si vous partez de rien, forcément, ça va prendre plus de temps. Si vous partez déjà d'un système qui est ISO 9001, forcément, ça va prendre moins de temps, hein, puisque votre système est déjà dans la structure HLS. Parce que c'est la même structure sur la 19443. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Après, il y a une question sur en fait, la dernière version de l'ISO 19443, elle date de 2018, c'est ça? Est-ce Ouais. qu'il y a des nouveautés, des actualités par rapport à cette nouvelle version, en fait? Comme j'ai dit, en fait, là, c'est la dernière version qu'on a, c'est la première Mhm. version qu'on a aussi. Ah ouais. Il n'y a pas de, enfin, pour l'instant, j'ai pas d'infos sur l'évolution, mais moi, enfin, logiquement, si la 9001 évolue, la 19443 va suivre le même Ça a chemin. évolué aussi, ouais. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas d'infos sur le sujet. Et après, il y a une question sur tout ce qui est auditeur, en fait. Oui. Le parcours un peu auditeur spécifique, c'est-à-dire que on peut être auditeur ISO 9001 Oui. sur l'IATF 16949, mais est-ce qu'il y a un parcours spécifique pour être auditeur 19443 ou est-ce que dans la continuité d'être auditeur 9001 ou autre, on Vous a la pouvez possibilité d'être auditeur. Oui, vous pouvez partir déjà de votre niveau d'auditeur 9001 et de rajouter, en fait, alors nous, c'est ce qu'on propose, 2 jours de Mhm. formation, C'est 2 jours de formation. voilà, être auditeur à 19443. On n'est pas les seuls, certainement, à proposer ce genre de formation, mais nous, on le propose. Et sinon, vous pouvez partir, si vous partez de rien, vous pouvez partir sur une formation de 5 jours aussi. Alors, je ne veux pas faire de pub pour d'autres organismes, hein, mais vous avez des formations qui existent où on vous forme tout de suite directement à être auditeur 19443. Au lieu de faire 5 jours 9001, vous faites 5 jours 19443 direct. C'est la même durée, en fait. Voilà, c'est la même durée. Donc c'est ce que j'ai déjà pu constater un peu sur le marché en ce qui concerne les formations d'auditeurs. Mais partir d'auditeur 9001 et de rajouter un step 19443, c'est largement faisable. Merci pour ces éléments, Monsieur Grossman. Je vais peut-être faire Pas de une souci. petite pause aussi dans les questions, puisqu'on a une séquence complémentaire pour en fait compléter en fait la présentation et je pense que ça va rejoindre un certain nombre de questions. J'avais proposé à des dirigeants d'entreprise de témoigner en fait sur la mise en œuvre, le déploiement de l'ISO 19443 dans leur entreprise. Et donc, je vais demander à Monsieur Duncan Lutranger, le dirigeant de Lutranger Industrie, d'ouvrir sa caméra. Et puis, je vais lui proposer déjà dans un premier temps de nous présenter son entreprise et de pouvoir témoigner sur son expérience. Monsieur Lutranger. Bonjour à tous. Rapidement, Lutringer Industrie, on est spécialisé dans l'usinage de précision.
pour différents secteurs, la défense, l'aéronautique et bien entendu le nucléaire. On a une petite particularité, nous, c'est qu'on a une triple certification. Donc l'ISO 9001, la base de toutes les certifications, le N9100 pour l'aéronautique et donc l'ISO 19443 pour le nucléaire. Merci. En fait, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez déployé l'ISO 19443? Est-ce que ça correspond à un engagement interne? Est-ce que ça correspond à une demande externe? Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à la déployer? C'est une demande client. Justement, pour les EPR2, EDF avait demandé à notre client justement de se préparer. Donc, ils préparaient, eux, toute leur chaîne de production et de sous-traitance. Donc, ils nous ont demandé de passer ISO 19443 et on y est passé en 2024. D'accord. Et d'un point de vue pratique, comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vous avez eu recours à un appui externe, comme on l'a pu l'évoquer avec M. Grossman? Oui, on s'est fait accompagner à partir du moment où on avait décidé de mettre en place la norme jusqu'au moment où on a été certifié, il y a eu à peu près 10 mois. Et sur ces 10 mois, on s'est fait accompagner par une société spécialisée qui est venue Vous nous pouvez la aider citer, hein, pour. parce que voilà, C'était Brest Qualité, une d'accord, société bretonne d'accord. qu'on connaissait déjà, qui nous avait déjà accompagnés justement sur d'autres certifications. Mhm. Et c'est eux qui sont venus nous accompagner, qui nous ont beaucoup aidés. Ça permet aussi, mine de rien, le journalier ne s'arrête pas, on a toujours la tête dans le guidon. D'avoir un accompagnant, ça permet justement de s'arrêter un petit peu, de sortir la tête de l'eau, puis de voir ce qu'il y a à mettre en place pour que ça se passe correctement. D'accord. Donc, vous nous avez dit une durée d'environ 10 mois. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur le coût, en fait? Est-ce que vous avez pu évaluer un peu le coût que ça peut représenter pour une entreprise de votre taille? Vous avez combien de collaborateurs? On est 15 personnes. 15 personnes. Donc, si vous avez une estimation du coût et puis peut-être des difficultés que vous avez pu rencontrer pour le déploiement, s'il y en a eu? Alors, nous, au niveau du coût, si je prends le coût de l'accompagnement plus le coût de la certification, on est autour d'à peu près 10 000 euros, étalé à peu près sur un an. Il y a, on va dire, 3 000 euros pour le coût de la certification et 7 000 euros pour le coût de l'accompagnement. En termes de difficultés, je vais être tout à fait honnête, il n'y en a pas vraiment eu. On avait déjà un système de management de la qualité, on avait déjà notre ISO 9001, notre EN 9100. Donc, entre guillemets, on est juste venu rajouter le bloc ISO 19443. Comme on s'est fait accompagner et qu'on avait déjà l'habitude des certifications, il n'y a pas eu grosse difficulté. D'accord. Et peut-être, voilà, en termes de retour d'expérience, si c'était à refaire, enfin pour une entreprise qui s'engage, qui souhaite s'engager dans la démarche, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? C'est peut-être justement de passer de 9001 à, enfin voilà, c'est Disons que si effectivement il n'y a aucune certification, passer de rien du tout à ISO 19443, c'est pas impossible, mais ça va être long. Ce ne sera pas fait en un an, je pense pas. Par contre, si vous avez déjà un système de management de la qualité, déjà des ISO en place, c'est tout à fait possible en 10-12 mois, sans problème. Si j'avais moi un conseil à donner aux entreprises, ce serait de se faire accompagner. On n'a pas forcément le temps de mettre quelqu'un à plein temps pour ce genre de choses. Surtout qu'une fois que la certification est mise en place, que la démarche est mise en place, entre guillemets, elle s'alimente presque toute seule, donc ça ne justifie pas quelqu'un à temps plein. Et se faire accompagner, ça permet justement d'aller un peu plus vite, d'éviter des erreurs communes et de recevoir en même temps des feedbacks des personnes qui ont l'habitude d'accompagner d'autres entreprises. bien. Merci, Monsieur Lutringer, pour votre témoignage. J'ai proposé également à une autre Merci. entreprise de nous faire part de son expérience. C'est l'entreprise Lequien. Et donc, Monsieur Bruno Lequien, si vous êtes là, merci d'ouvrir également votre caméra. Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, nous présenter rapidement votre entreprise? Oui, bonjour à tous. Donc Bruno Lequien, donc entreprise Lequien. Donc on est situé dans les Sept-Vallées, dans le Pas-de-Calais. Donc on est une entreprise de mécanique de précision. Donc nous faisons tout ce qui est usinage et aussi mécano-soudure. Donc on est une entreprise à peu près de 35 personnes. Donc nous avons 2 sites de production, un site dans le Pas-de-Calais et un site aussi en Auvergne. Aujourd'hui, l'entreprise est certifiée ISO 9001 depuis les années 2001.
Il y a 15 ans, on a été certifié aussi 38-34-2, c'est dans le domaine du soudage, donc c'est aussi une qualification un peu spéciale. Il y a 2 ans, il y a 3 ans même, on a quand même travaillé pour être allé dans le domaine nucléaire, parce qu'on avait quelques clients dans lesquels on travaille dans la partie nucléaire et qui nous parlaient un petit peu d'être certifiés 1943 pour pouvoir continuer à travailler pour eux et travailler dans un avenir un peu plus, comment dire, des choses plus concrètes. Donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur le référentiel 19443. Et par rapport à tout ce qu'on a mis en place, il y avait pas mal d'actions qui étaient déjà mises en place. Donc, comment dire, l'échéance à faire était pas, on n'avait pas trop de choses à mettre en place. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à travailler, comme sur la 19443. On parle beaucoup de sûreté nucléaire, et donc ça, c'est la culture, c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est comme une sensibilisation générale de l'ensemble du personnel, hein, parce que toute la chaîne est quand même touchée par ce sujet-là. Donc c'était pour moi un point, je veux dire, important à travailler avec l'ensemble du personnel. Et après, l'autre point qui m'avait aussi alerté, c'était toute la partie contrefaçon, hein, les CFSI. Et là-dessus, on était un peu sensibilisé dans un autre secteur pour d'autres clients, où on avait été pas mal sensibilisé sur cette partie-là. Donc, pour finir, la partie la plus compliquée pour nous, c'était de prouver que notre personnel était bien, je veux dire, sensibilisé sur la culture nucléaire. Donc, comme on avait des tableaux de compétences, bon, ça nous a permis de former notre personnel, de faire des réunions pour bien le sensibiliser dessus et de vérifier, de les former et de pouvoir les valider pour travailler sur ce type de pièces. Merci, Monsieur Lequin. Monsieur Lequin, est-ce que vous avez été accompagné pour déployer l'ISO 19443 dans votre entreprise? Alors, on a été un petit peu accompagné. On avait, bon, c'est comme partout, on avait fait un audit blanc, je veux dire, à l'époque pour savoir la marche, quelle marche qu'on avait à prendre pour pouvoir passer l'étape. Et du coup, on a conservé cet auditeur-là, je veux dire, pour pouvoir nous accompagner. Mais comme on avait quand même beaucoup de choses mises en place, bon, comme tout à l'heure, on parlait les revues d'offres, les revues de contrats. Bon, c'est tout des choses qui existaient chez nous. Donc, tout ce pavé-là, on n'avait pas à le mettre en place, hein. Ça existait déjà chez nous. On a dû un peu l'adapter parce que dans une revue d'offres, tout à l'heure, votre collègue parlait que le commercial est aussi très impliqué dans l'aspect IPSN. Oui, on a dû mettre une règle d'évaluation du risque dans l'appel d'offres. On a dû le mettre aussi dans la revue de contrat. Donc, on a dû un peu reprendre certains pavés de chez nous, mais c'était quand même assez simple à reprendre. En termes de durée et de coût, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Est-ce que ça a duré combien de temps en fait pour passer la 19443, 6 mois, 1 an? Bon, je pense qu'on a dû le mettre à peu près sur une année, parce qu'il faut quand même, le plus long, c'est quand même de sensibiliser le personnel, hein. C'est pas une porte qu'on ouvre et qu'on ferme, hein. Il y a quand même un travail de culture importante à travailler avec l'ensemble du personnel, hein, parce que je veux dire, le problème, c'est que on ne travaille pas qu'avec 2 personnes, hein, dans le domaine. Nous, on est petite PME, on est 35 personnes, mais Marie, quand on est 35 personnes, ça fait quand même du monde à sensibiliser. Et je pense qu'on a dû mettre à peu près une année. Je ne sais plus bien parce que, bon, une année, ça va très vite, hein. On a des fois, on dit, on a démarré. Une année, en termes de coût, est-ce que enfin, on parlait de l'ordre de 10 000 euros. Est-ce que ça vous semble à peu près un bon ordre de grandeur? 10 000 euros pour la partie consultation, tout ça, oui, avec les audits et tout. Mais
mais c'est un minimum quand même, parce que derrière, après, dans l'entreprise, il y a quand même un petit peu plus d'administratif. Là, on a dû mettre en place quand même des procédures qui font qu'on est un petit peu plus lourd, administrativement plus lourd. Et donc, du coup, c'est un peu ça augmente un petit peu nos coûts de production quand même, légèrement, mais un petit peu. Donc, ça a aussi un coût indirect sur l'entreprise. Ça, faut pas le négliger en fait, parce que la partie administrative, c'est important. Quand on parlait de qualité, mon qualiticien tout seul aujourd'hui, c'est plus possible. On a dû y mettre d'autres personnes pour travailler avec lui, parce qu'il y a tellement d'administratifs quand même dans la partie 19443. Quand on parle de tous les documents frauduleux, il faut vérifier que tous les documents sont bien conformes. Donc, on a dû mettre en place d'autres personnes pour vérifier que les documents qu'on recevait. Je parle d'un Donc après, 3.1b. voilà. Merci, Monsieur Lequin. Ça, voilà, concrètement, ça demande clairement un investissement. Peut-être juste pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des entreprises qui vont s'engager dans la démarche, qui ont peut-être une demande d'un de leurs clients en fait pour déployer cette norme, un conseil rapide à leur donner? Dont la norme n'est pas insurmontable, je veux dire, je pense que c'est surtout une volonté d'entreprise. Si l'entreprise se sent prête à y aller, il faut pas qu'elle hésite. Mais après, il faut bien cibler son marché. Est-ce que le marché qui est ciblé impose vraiment la 19443? Parce qu'aujourd'hui, pour être certifié 19443, il faut bien travailler sur des pièces IPSN. Je veux dire, parce que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, les pièces IPSN, il y en a beaucoup, mais ça reste limité à un secteur bien précis sur les EPR. Donc, bon, je pense qu'il faut bien mettre le curseur, où on veut mettre son curseur dans ce qu'on veut produire pour la partie nucléaire, en fait. D'accord? D'accord, faut avoir une bonne idée du besoin en fait et des potentialités de marché en fait pour s'investir dans une norme qui est quand même exigeante et qui demande de l'investissement, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, parce que les Très pièces bien. IPSN. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Lequien. Je vais peut-être passer la parole à Magali pour évoquer maintenant le programme des prochains webinaires, puisque je vois qu'il est déjà 9 heures. Oui, il est déjà 9h01. Donc, prochain webinaire, on a encore une série de webinaires programmés, notamment dans le cadre des rencontres B2B du 3 juin. On aura une table ronde qui se déroulera de 10h à 11h. On vous enverra évidemment le lien pour vous inscrire et pour participer à ces témoignages. Vous aurez un webinaire le 2 juillet concernant tout ce qui est emploi et compétences. Là, ce sera toujours les mêmes horaires que d'habitude de 8h à 9h. On a ensuite plutôt des webinaires en lien avec des thématiques liées toujours à l'emploi et la compétence, puisqu'on voudrait, dans le cadre de webinaires, vous présenter tout ce qui est dispositif de parrainage boursier, et puis aussi tout ce qui est lié à la reconversion professionnelle. Donc on a 2 webinaires qui sont programmés sur les mêmes thématiques, le 19 mai et le 10 juin, concernant ces thématiques spécifiques. Ensuite, on a un webinaire évidemment sur le WNE 2027. Alors le WNE 2027, il aura lieu au mois de décembre, mais évidemment, les inscriptions pour avoir un emplacement au niveau du salon et notamment au niveau du pavillon collectif régional Hauts-de-France, c'est tout début juin. Donc, on organise un webinaire pour faire le point le 25 mai pour tout vous expliquer en termes d'organisation. Le 29 mai, le vendredi 29 mai, de 14h à 15h. Et ensuite, on a un webinaire relatif à tout ce qui est cybersécurité avec l'ANSSI.
sur les enjeux de la cybersécurité le 25 juin. Et l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu tous les tenants, les aboutissants et l'enjeu autour de la cybersécurité et les accompagnements, notamment de Campus Cyber, dans ce cadre-là. Mmh. Voilà, Ça marche. écoutez, à très bientôt et puis bonne journée à vous et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Et je vois qu'il y a encore quelques questions. Les questions, Ouais. on va essayer Oui. avec Monsieur Grossman d'apporter des réponses écrites voilà, pour compléter cette présentation. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Merci bonne à Au vous. journée. revoir. Au Au revoir. revoir.